Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de répondre à cette question épineuse. Y aura-t-il une récession en 2022, peut-être 2023? Et que faire de ces investissements aujourd'hui financiers? Alors pour répondre, la question n'est pas simple, il va falloir passer en revue plusieurs sujets. Dans cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps les perspectives économiques et les perspectives sur l'inflation. Nous allons voir les impacts sur les marchés obligataires et sur les marchés d'actions. Ensuite, nous allons voir deux thématiques d'investissement qui nous tiennent à cœur. Et enfin, à la fin de la vidéo, nous allons pouvoir répondre à y a-t-il une récession de prévue en 2022 ou 2023 et quelles sont les bonnes attitudes à tenir pour votre épargne financière. Alors, en ce qui concerne les perspectives économiques. Alors, aujourd'hui, sur les marchés financiers, on est effectivement dans une période un peu calme. Les flux ne sont pas très élevés, mais il faut s'en méfier. Aujourd'hui, on a deux signaux qui sont contradictoires sur le marché d'actions qui ont rebondi depuis le mois de juin, mais en même temps, des marchés obligataires qui price toujours une récession. On a quand même des fortes tensions sur les taux, même si ça s'est un peu détendu, ce qui a permis aux actions de remonter. On est quand même passé d'un taux de la Fed à 3,25 aux alentours de 2,80. Et pareil sur le bond allemand, on est passé de 1,70, on est retourné autour des 1. Donc on a quand même une détente sur les taux. Ce qui nous dit de rester prudent, c'est quand même cette décorrélation entre le marché financier, boursier et les marchés obligataires. En général, c'est jamais bon signe. Il faut faire attention aussi à la baisse du pétrole. Le reflux du pétrole ces derniers temps montre aussi la faiblesse du cycle. En général, lorsque le pétrole recule, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une récession. Les risques d'une récession augmentent. Effectivement, avec aussi les politiques monétaires qui sont là pour ça, en tout cas provoquer une légère récession, l'augmentation des taux de la Banque centrale fédérale américaine de 0,75%, suivi de la Banque centrale européenne de 0,50%. Par contre, comme on le voit sur ce graphe, on voit qu'il y a vraiment une baisse du niveau de confiance des ménages et dans le secteur des services en Europe, mais par contre, on a un matelas d'atterrissage qui est l'épargne. Il y a toujours une très forte épargne aujourd'hui dans la zone euro. Notre deuxième point sera sur l'inflation. Alors la question importante, c'est est-ce que le pic d'inflation est derrière nous? Alors pour y répondre, il va falloir analyser les composantes de l'inflation. Aux États-Unis, l'inflation était moins basée sur l'énergie, comme on a pu le voir en Europe avec la crise de l'Ukraine. L'inflation était déjà là aux États-Unis avec, par exemple, l'immobilier, les voitures d'occasion. Et ça, ce sont des domaines qui peuvent être... l'inflation dans ces domaines-là peut être bloquée par la hausse des taux. On comprend bien que lorsqu'on augmente les taux, on va pouvoir réduire, par exemple, l'offre de financement de crédit et donc faire baisser l'immobilier. De même que pour les voitures d'occasion, beaucoup d'Américains achètent à crédit. Et donc, effectivement, si le financement devient plus cher, il y a un ralentissement dans ces secteurs-là. Et donc, l'inflation va être amenée à baisser aux États-Unis plus rapidement qu'en Europe. On s'attend à un pic d'inflation aux États-Unis au mois d'août, au mois de septembre, alors qu'en Europe, en fait, on n'en sait rien. On a beaucoup d'interrogations. Là, la partie inflation due à l'énergie est plus importante et ensuite, elle n'est pas circonscrite. On l'a aux États-Unis, parce que les États-Unis sont énergétiquement quasiment indépendants. En Europe, on est encore très dépendant du gaz et du pétrole. Et tout va dépendre de comment va se comporter la Russie et la guerre en Ukraine au mois d'hiver. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore reconstitué tous les stocks. Nous avons un graphe qui vous le montre. On est en retard sur cette courbe-là. Bien sûr, Nord Stream 1 a été réouvert avec seulement 40% de son débit. On attend la turbine de Siemens, voir si on va repasser à 100%, mais toujours est-il qu'on ne peut pas prévoir un pic d'inflation pour la même période, on va dire fin d'année, puisque si la guerre en Ukraine continue, si la Russie coupe le gaz, on va avoir vraiment un choc énergétique en Europe. On parle de fermeture d'usines en Allemagne qui peut être récessive sur le PIB. En France, on est un peu moins dépendant, mais dans la zone euro, globalement, tous les pays sont très dépendants du gaz. De même, la mission de la Fed est de faire baisser l'inflation pour l'augmentation des taux. La BCE a la même mission, mais a une difficulté supplémentaire. En zone euro, nous avons des disparités entre les pays et leur endettement. Par exemple, des pays comme l'Italie, l'Espagne sont beaucoup plus vulnérables à l'augmentation des taux que ne peut l'être l'Allemagne, très peu endettée. Et donc la BCE doit jouer en même temps sur l'inflation en montant les taux, mais en même temps faire attention de ne pas fragiliser ces pays. Problème que n'a pas la Fed, puisque la Fed peut augmenter ses taux, provoquer une mini-récession pour faire tomber l'inflation sans mettre en danger la zone dollar. Donc tout ça nous amène à maintenant étudier les deux marchés principaux. Le marché de l'obligation d'abord.
Alors effectivement, il a été très mauvais au premier semestre 2022. Effectivement, avec les hausses des taux, automatiquement, la valeur nominale des obligations a baissé. Alors, on peut penser qu'on a le plus dur est derrière nous, c'est pas faux. La grosse partie des taux ont déjà beaucoup remonté. Par contre, il faut quand même faire attention, il peut y avoir d'autres montées de taux, hein, la Fed en prévoit, la BCE en prévoit, donc c'est quand même un marché quand même dangereux aujourd'hui, même s'il y a des opportunités pour les plus téméraires. Sur ce marché de l'obligation, aujourd'hui, on va avoir, si on veut investir comme valeur refuge, les bonds en dollars, puisque les taux montent, donc il y a une perspective de pouvoir avoir du rendement sur les obligations américaines à court moyen terme, et sur la Chine qui n'a pas les mêmes problématiques, puisque la Chine peut encore baisser ses taux, puisque l'inflation n'est pas aussi grande en Chine que dans la zone euro ou aux États-Unis. Maintenant, abordons les marchés actions. Alors sur les marchés actions, effectivement, on a eu aussi un mini crack depuis le début de l'année. Hein. Certains marchés ont perdu jusqu'à 30% comme le Nasdaq américain, et globalement autour de 15 à 17% en Europe. Donc on peut dire que les taux de rendement des actions sont redevenus sur des moyennes. Hein. Nous voyons sur ce graphe dans les dernières récessions qu'il y a pu avoir, enfin en tout cas les dernières crises financières, on voit la baisse qu'il y a pu avoir. On voit que sur 2022, on n'est pas encore forcément sur des pics au plus bas. Le plus dur a l'air à nouveau d'être fait, mais à nouveau, si les taux augmentent, si une récession arrive, c'est possible que le prix des actifs soit à nouveau chahuté et qu'on puisse avoir des baisses. Aujourd'hui, les investisseurs s'attendent toujours à des augmentations de marge entre 10 et 12%, 10% aux États-Unis, 12% en Europe, mais avec l'inflation rampante, l'augmentation des prix, l'augmentation des matières premières, nous restons, plutôt en retrait par rapport à cela, en pensant que les marges vont quand même souffrir dans les prochains mois, et donc c'est possible que certaines valeurs puissent être réévaluées à la baisse sur les marchés. Il n'y a que la Chine où on voit que le plus dur paraît avoir été fait et avoir une possibilité de rebond. Toujours est-il en faisant attention qu'il n'y ait pas à nouveau des reconfinements en Chine. Alors je profite de faire une petite pause dans la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, si vous aimez la vidéo, si vous voulez nous encourager, n'hésitez pas à liker. Posez-nous des questions dans les vidéos. Hein, c'est la meilleure façon pour nous de pouvoir adapter nos vidéos et en faire des nouvelles en fonction de ce que vous recherchez. Alors, une des thématiques qui nous tient à cœur depuis un moment, c'est la climat, changement climatique, les énergies vertes. C'est déjà des thématiques qu'on avait mis dans nos portefeuilles clients bien avant la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine ne fait que accélérer ces changements. On voit bien que l'Europe va devoir faire des économies à peu près de 15% de son énergie. 15%, c'est ce qu'on appelle aussi le plan sobriété. Et pour ça, il va falloir des technologies. Comment consommer moins, comment approvisionner mieux. Bien sûr, il y a de l'éducation, baisser le chauffage, pas mettre la climatisation, les fenêtres ouvertes. Bon, ça, c'est du bon sens, même si c'est pas toujours respecté. En tout cas, tous ces changements dans le futur vont demander des investissements. Ils étaient déjà là, ils étaient déjà mis en place avec des plans européens d'investissement dans les nouvelles technologies, on va dire, vertes. Et ça va continuer. Donc pour nous, c'est vraiment une thématique long terme. C'est le sens de l'histoire. Hein, un sens de l'histoire accéléré par ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec la guerre en Ukraine. Mais l'Europe a besoin d'avoir une indépendance énergétique, a besoin d'avoir plus de développement d'énergie verte. Le nucléaire a été classé comme énergie verte dans le sens de l'Europe. Nous, en France, nous avons de la chance d'avoir déjà du nucléaire. Les plans d'investissement nucléaire en France ont été annoncés en début d'année et vont être faits massivement. Sur ce graphe, vous voyez la différence du mix énergétique mondial et on voit que le pétrole et le charbon sont en forte décroissance à horizon 2040, presque un tiers, voire 2 tiers en moins par rapport à ce que l'on consomme aujourd'hui. Et on voit que les énergies renouvelables vont énormément augmenter. Hein. Aujourd'hui, on est en 2020-2022 sur une partie en accélération, mais quand on voit le gap qui reste à faire, on voit vraiment qu'il peut y avoir des opportunités d'investissement dans ces secteurs-là. La deuxième thématique, c'est la thématique géographique de la Chine. La Chine a beaucoup souffert du Covid dans un premier temps, avec les confinements. Aujourd'hui, ça a l'air et ça semble s'améliorer. Et il y a d'autres phénomènes propres à la Chine qui permettent d'avoir de l'espoir. Là, premièrement, ils ont une politique budgétaire accommodante, un petit peu comme on peut avoir en Europe. Par contre, ils gardent une politique monétaire très accommodante. Ils peuvent encore se permettre de baisser les taux là où tous les autres pays sont obligés de l'augmenter par rapport à l'inflation. Il y a peu d'inflation pour l'instant en Chine, en tout cas elle est contrôlée. La dette
chinoise est essentiellement domestique, très peu internationalisée, donc ils peuvent facilement émettre de la monnaie et relancer leur économie. Un autre point, ils sont aussi des problèmes climatiques, et donc commencent à être sensibles à ce genre de problématiques. Les investissements, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les mêmes thématiques de l'énergie verte et les énergies renouvelables et tout ce qui est Green Planet, va être maximisé en Chine, et ensuite ce sont les premiers producteurs. Vous le voyez sur le graphe que l'on vous montre, ce sont vraiment les premiers producteurs de tout un tas d'éléments dont on a besoin pour la transition énergétique. Et dernier point, comme l'Inde, la Chine aujourd'hui bénéficie d'une source d'énergie moins chère, puisque ce que la Russie ne va pas vendre en Europe, comme pétrole par exemple, essentiellement le pétrole, pour le gaz c'est un petit peu plus compliqué, il n'y a pas encore d'oléoduc connecté comme on pouvait l'avoir avec les Nord Stream 1 et 2 en Europe, mais en tout cas dans l'avenir elle va pouvoir avoir accès à une énergie, alors certes polluante, c'est dommage, mais en tout cas peu cher. Voilà, pour terminer cette vidéo, nous allons essayer de répondre à la question, y aura-t-il une récession en 2022-2023? Alors, aux États-Unis, on semble pouvoir y échapper si la Fed se contente de monter les taux encore une ou deux fois et ne va pas vraiment plus loin. On a un marché du travail très résilient, on a peu de problématiques sur l'énergie, contrairement à l'Europe. Et voilà, il y a des facteurs, et puis le dollar reste la monnaie pour l'instant de référence. Et donc aujourd'hui, les risques sont là, hein, il ne faut pas les minimiser, ils ont augmenté depuis le début de l'année, mais il y a encore une chance d'éviter une récession, ou en tout cas d'avoir une récession plutôt technique et légère. En Europe, la situation est différente, on a quand même une résilience du marché du travail, on l'a vu, on a quand même de l'épargne des ménages en Europe post-Covid, mais on a cette épée de Damoclès qui est surtout le choc énergétique. Si on arrive à passer un hiver sans choc énergétique, on peut éviter une récession ou avoir une récession légère, on va dire comme aux États-Unis. Si par contre l'hiver est vigoureux et que la Russie coupe le gaz, dans ce cas-là, il va falloir revoir les scénarios. Deuxième grande question, que faire aujourd'hui dans nos portefeuilles? Alors, on l'a vu, aussi bien sur l'obligataire que sur les actions, il y a eu des grosses baisses depuis le début de l'année. Donc pour les plus téméraires, on peut revenir sur l'obligataire, sur les bonds américains du Trésor, sur la dette d'entreprise, mais plutôt sur de l'engrais de qualité, et sur la Chine, hein, la zone Chine. Pour ce qui est de la partie action, dans ce cas-là, on va privilégier toujours la zone Chine, hein, pour tous les éléments que l'on a vus avant, et on va dire sur des thématiques particulières, comme toujours le changement climatique et la partie tech, qui a quand même bien souffert depuis le début de l'année. On le dit, c'est peut-être pas fini, mais en tout cas, une grosse partie du chemin est passée, donc c'est peut-être le moment de revenir petit à petit. Globalement, pas le moment forcément d'acheter. Aujourd'hui, on peut attendre de voir la rentrée, de voir si les réserves de gaz ont été suffisantes, de voir comment va se passer les prochaines montées de taux aux États-Unis et en Europe, et surtout de voir cet hiver comment va se passer l'approvisionnement en gaz pour l'Europe. Même s'il n'est pas tout à fait le moment d'acheter, c'est beaucoup trop tard pour vendre, hein. La baisse est derrière nous, c'est pas le moment de vendre, donc c'est le moment d'être attentif, d'être prudent, de sauter sur les occasions, de faire les bonnes sélections, de rentrer progressivement avec un investissement programmé tous les mois qui permet de lisser effectivement la performance dans le temps, comme on le conseille souvent. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à une prochaine fois.